Bonjour et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine. Et aujourd'hui, pour une fois, je vais pouvoir commencer par parler un peu de technologie. D'abord parce que pendant que les développeurs Ethereum travaillaient sur la mise en place de la mise à jour Pectra, il y a eu un petit problème sur le testnet, baptisé Holdsky. En effet, suite à une erreur de configuration, notamment présente dans les 3 clients les plus utilisés par les nœuds réseaux de ce testnet, certains nœuds réseaux utilisaient la mauvaise adresse de dépôt pour les fonds mis en jeu, ce qui empêchait le réseau de savoir exactement quelle somme chaque validateur avait mis en jeu, alors que c'est un élément essentiel du mécanisme de consensus. Heureusement, quelques autres validateurs utilisant des clients moins populaires ont continué de construire une chaîne valide en parallèle. La solution a donc été de mettre les clients buggés à jour et de slasher tous les validateurs ayant construit la chaîne corrompue, puis attendre que leur nombre diminue suffisamment pour que les validateurs qui n'ont pas fait d'erreur redeviennent majoritaires et que le réseau soit de nouveau assez robuste pour finaliser des transactions. C'est un procédé qui a pris plusieurs semaines et qui s'est terminé le 10 mars, donc Holdsky fonctionne désormais à nouveau, ce qui est une bonne nouvelle pour Ethereum et la mise à jour Pectra. En outre, toujours dans cet objectif de tester les mises à jour, les développeurs Ethereum ont également décidé récemment de mettre en place un autre testnet qui sera cette fois-ci conçu pour se rapprocher autant que possible des conditions réelles sur le mainnet, notamment en ce qui concerne le nombre de validateurs. Ce nouveau testnet baptisé Hoodie sera déployé dès demain, et si tout se passe bien, la mise à jour Pectra arrivera sur le mainnet Ethereum le 26 mars. Mais cette fameuse mise à jour Pectra n'est évidemment pas la mise à jour ultime du réseau Ethereum. Elle apporte des améliorations importantes, comme l'abstraction de compte, l'ajustement dynamique de la taille des blobs utilisés par les rollups, etc. Mais il reste aussi plein d'autres problèmes à résoudre en dehors de cela. Et l'un de ces problèmes, c'est la fameuse MEV, ce racket institutionnalisé qui permet aux créateurs de blocs malhonnêtes de tout simplement prendre l'argent des utilisateurs imprudents. L'architecture actuelle d'Ethereum ne fait absolument rien pour enrayer ce phénomène, et on pourrait même dire qu'elle le favorise. Pour cette raison, un développeur a proposé de changer le système de création de blocs et mettre en place un mixeur décentralisé, c'est-à-dire un système dans lequel tous les validateurs pourraient construire des blocs et où le gagnant serait sélectionné grâce à un algorithme aléatoire. La proposition ne date pas de cette semaine, mais c'est toujours intéressant d'en parler puisque l'absence de protection contre la MEV peut parfois coûter très cher à des utilisateurs qui n'ont rien demandé. Et j'espère donc que ce genre de mécanisme sera rapidement intégré au réseau pour éradiquer définitivement la MEV. Maintenant, pour continuer sur les sujets technologiques, il faut aussi parler de la publication cette semaine par Ledger d'un fil Twitter à propos des résultats de leurs recherches. En effet, l'équipe Ledger Donjon, créée pour étudier les vulnérabilités des portefeuilles de Ledger, mais aussi de ceux de leurs concurrents, a démontré que le portefeuille Trezor Safe 3 était potentiellement vulnérable à des attaques dites de supply chain, c'est-à-dire des attaques qui touchent la chaîne logistique entre le fabricant et le client. Pour exécuter cette attaque sur le Trezor Safe 3, le pirate devrait donc se débrouiller pour obtenir l'appareil, par exemple en subtilisant le colis pendant sa livraison, et puis ouvrir le portefeuille pour modifier une puce électronique à l'intérieur. Et ce type d'attaque sur la chaîne logistique a par exemple été utilisé par l'État d'Israël pour faire exploser les pagers des membres du Hezbollah l'année dernière. Donc c'est un scénario d'attaque réellement possible, mais ça demande des moyens largement supérieurs à ceux qu'un pirate anonyme pourrait avoir. Là, les seuls attaquants potentiels, ce sont donc des États, pas des cambrioleurs du numérique. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison de paniquer, surtout que Trezor a déjà été informé de cette faille avant la publication du fil et qu'il travaille déjà sur un prochain modèle qui n'est pas vulnérable à ce genre de manipulation. Et maintenant, parlons de politique et de loi, puisque c'est un peu inévitable. Cette semaine en Bolivie, nous avons pu voir la crypto devenir un rouage essentiel du marché pétrolier. En effet, ce petit pays d'Amérique du Sud est actuellement en crise. Ils ne produisent plus assez de gaz et doivent importer beaucoup d'énergie, y compris sous la forme de pétrole. Or, en parallèle, il manque de dollars américains alors que c'est la monnaie d'échange principale pour les importations. Dans ce contexte, la crypto qui avait été légalisée l'année dernière en Bolivie est soudainement devenue très intéressante et leur compagnie énergétique publique a donc annoncé qu'ils allaient commencer à s'en servir pour acheter du carburant. C'est d'ailleurs une solution que la Bolivie n'est pas la seule à avoir choisie. D'après Reuters, certaines compagnies pétrolières russes utilisent déjà diverses crypto-monnaies pour acheter du pétrole à l'Inde et à la Russie, même si ça concerne encore une minorité des échanges effectués. Quant aux Américains, qui contrairement à la Bolivie ne manquent pas vraiment de dollars, on n'a pas entendu parler de leurs échanges pétroliers cette semaine. Là où ça bouge chez eux, c'est d'abord au niveau des lois en vigueur. Le projet de loi Genius Act, dont on avait parlé il y a 2 semaines, a franchi une étape récemment puisqu'elle a été adoptée par la commission bancaire du Sénat américain. Il lui reste encore du chemin à parcourir, mais si tout se passe bien, dans les mois à venir, les États-Unis seront dotés d'un cadre réglementaire cohérent sur les monnaies stables. Et ensuite, une rumeur assez crédible a fait surface, même si ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Apparemment, Donald Trump serait sur le point de signer un autre ordre exécutif touchant à la crypto. Cette fois-ci, l'objectif serait d'anéantir tous les efforts de Joe Biden et son gouvernement pour empêcher l'accès au système bancaire des entreprises ayant des activités en rapport avec la crypto. La fameuse opération Choke Point 2.0 serait donc bientôt officiellement annulée, ce qui serait une excellente nouvelle pour toutes les entreprises américaines. Reste à voir maintenant si la rumeur devient bel et bien réalité. En attendant, chez nous, la réalité, c'est un concept que l'Union européenne semble avoir des difficultés à appréhender. Le 10 mars 2025, et je précise l'année parce que c'est important,
le directeur général du mécanisme européen de stabilité s'est exprimé au sujet des monnaies stables libellées en dollars. En effet, cet organisme qui est censé s'occuper des crises financières en Europe se fait du souci pour la souveraineté monétaire européenne au milieu de toutes ces monnaies stables en dollars qui inondent les marchés, et son directeur invite de ce fait la Banque Centrale Européenne à sortir son euro numérique le plus vite possible. Ceci alors que, premièrement, il a pris au moins 10 ans pour réagir puisque par exemple Tether existe depuis fin 2014. Et deuxièmement, d'après une étude réalisée par la Banque Centrale Européenne elle-même, tout le monde se moque de leur euro numérique. Les gens qui utilisent un compte bancaire classique et qui n'aiment pas la crypto continueront de se servir de leur compte bancaire, et ceux qui ont de la crypto en ont pour une bonne raison. Les monnaies numériques de banque centrale dans le monde actuel, c'est une solution bancale à un problème dont personne ne souffre parce qu'il y a déjà plein d'autres solutions plus intéressantes qui sont disponibles et que les gens ont l'habitude d'utiliser. Pour les convaincre de changer de mode de paiement, il va falloir avoir des arguments solides, et là, il n'y en a aucun. Alors que des arguments en faveur de la crypto, il y en a plein, et les stars de la miniature de cette semaine l'ont bien compris, même si je doute fortement qu'ils adhèrent véritablement à l'idéologie cypherpunk. Cette semaine, François Hollande a en effet fait parler de lui lorsqu'il est allé rendre visite au nouvellement créé Institut National de Bitcoin, une association visant à promouvoir le Bitcoin et rien que le Bitcoin. La discussion aurait porté sur de nombreux sujets parmi lesquels figurait le minage de Bitcoin par EDF pour rentabiliser les centrales nucléaires. Et c'est un sujet qui a été abordé par Marine Le Pen le jour suivant. En visite à l'EPR de Flamanville, pendant un discours à propos du parc nucléaire français, elle a indiqué que le minage de Bitcoin faisait partie des activités qui permettraient de rentabiliser nos centrales. Mais attention, c'était une simple mention au détour d'une phrase, le reste ne concernait pas le Bitcoin. Et cette mention n'a certainement pas été faite par pure conviction. Comme c'est le cas pour François Hollande, la véritable raison de ce petit pas vers le Bitcoin est probablement un simple calcul électoraliste. Alors, avec d'un côté des politiciens français qui n'ont pas l'air vraiment convaincus par la crypto, et de l'autre côté une Union européenne qui est convaincue que sa monnaie numérique va être appréciée de tous, je crois qu'on est mal barré pour l'instant. Donc je vais vous quitter pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, comme toujours, je vous rappelle que nous mettons à votre disposition un canal Telegram d'information en direct qui vous permettra de tout savoir sans attendre si vous préférez. Le lien est dans la description. Alors bonne fin de week-end, bonne semaine et à bientôt pour l'épisode suivant du JT.